Alors, je vais réagir à une citation d'Henri de Lesquen dans l'émission du 8 février 2025 sur Géopolitique profonde, par laquelle il nous déclare, voilà les guillemets, issu d'un cynicisme celto-romano-germanique, accompli sous l'égide de l'Église, la France est d'origine et de tradition indo-européenne, en même temps que de culture chrétienne, et elle appartient à la civilisation occidentale, dont elle est l'expression la plus aboutie. Donc Henri de Lesquen sur les origines indo-européennes de la France. C'est très intéressant. On reconnaît bien à sa conclusion complètement chauvine notre inestimable Henri de Lesquen, mais on va s'attacher à développer un petit peu ce qu'il a bien pu vouloir dire par là, et à essayer de prolonger un petit peu la réflexion autour de cette phrase. Donc, issu d'un cynécisme celto-romano-germanique. Alors, un cynécisme, c'est la réunion de plusieurs villages en une cité. Effectivement, il dit un cynécisme celto-romano-germanique, étant entendu que les Français étaient des Celtes ou des Gaulois, Romano, les Romains, qui étaient en fait des tribus euh, italiques, qui faisaient également partie des peuples dits indo-européens, et germanique, donc là on est sur les Germains au sens large, mais on peut remonter aux Danois, les Saxons, des Celtes aussi, là encore. Hein, bon. En réalité, les Celtes gaulois, les Celtes ibères, les Celtes italiques, les tribus d'Italie qui ont fondé l'Italie, les tribus germaniques, qui étaient considérées par les Romains comme des barbares, mais également les tribus qui ont fondé les premières cités, les 5 plus grandes cités athéniennes, nous avons des sources qui nous indiquent qu'ils étaient blonds, roux, aux yeux clairs. Les 5 cités athéniennes, tout le monde n'a pas ces connaissances-là, mais elles sont disponibles en fait. Et on verra pourquoi elles ont été mises sous le boisseau. Quand on parle des peuples indo-européens, pourquoi est-ce qu'on met indo? Parce qu'en fait, les Européens sont allés jusqu'en Inde et jusqu'en Chine. Et en réalité, ils sont même redescendus par l'Afghanistan, l'Iran, les Iraniens, les Ariens. Ils sont redescendus et même on sait que les Sumériens, leurs élites, avant le changement de dynastie, avant qu'ils soient dominés avant Sargon, le premier souverain de Sumer d'origine acadienne, sémite, les Sumériens, leurs élites étaient blondes aux yeux bleus. Mais ce ne sont pas les seuls. On retrouve ça en Anatolie, Caucase bien sûr, on retrouve ça chez les Berbères. Quel était leur nom déjà? Les Amazighs. On retrouve chez les Palestiniens beaucoup d'enfants blancs aux yeux bleus, chez les Berbères, les Palestiniens qui étaient les Philistins, et dans la Bible, les Philistins, les Goths, le peuple de Goliath, ceux qui avaient volé l'arche de l'Alliance, voilà, crime de lèse-majesté, avant qu'elle ne soit récupérée par les ancêtres des Hébreux, étaient des blonds. On a la culture mégalithique tout autour du bassin méditerranéen, avec des menhirs, des dolmens, les cultures de la pierre levée. Donc pourquoi est-ce que tout cela, à la fois c'est connu, et par bribes, on arrive à le retrouver dans des textes, etc. Mais pourquoi ça a été minoré, voire dénié, mis sous le boisseau, et même frappé d'anathème? Tout simplement parce que la culture qui a remporté l'histoire de toute cette période préhistorique, leur ennemi, ce sont ces Européens blancs. Et qui a remporté l'histoire, toute la période de l'histoire humaine, qu'on fait traditionnellement en Occident débuter à l'invention de l'écriture cunéiforme à Sumer, et ben ça a été remporté par les Acadiens. Les Acadiens étaient donc des Sémites.
Ils ont renversé les dynasties de blonds, originaires d'Europe, qui n'étaient plus vraiment des Européens, parce qu'ils ont mis du temps quand même à faire toute cette boucle. Hein. On sait qu'on a retrouvé des momies de pharaons blonds aux yeux bleus. Donc il y a un savoir qui est caché, et que moi vous voyez mon crin, vous voyez bien mon poil. Je suis pas un arien, je suis pas un blond aux yeux bleus, je suis pas un nordique. Bon, donc j'ai pas un intérêt particulier à dire ah oui les blonds, les ariens, je suis pas là pour une résurgence des pires heures de l'histoire. Bon, voilà. Mais vraisemblablement, dans le fin fond de la préhistoire, il s'avère qu'en fait c'est eux qui ont amené la roue, puisqu'ils ont amené les chars jusqu'en Chine. Aux confins de l'Empire chinois, il y avait des tribus de blonds aux yeux bleus, il y avait même beaucoup de métissage. Ils ont remporté l'agriculture. Si vous constatez qu'en fait les pharaons étaient blonds aux yeux bleus, les Sumériens, etc., bah, les ziggourats, les pyramides, ah oui, ça paraît incroyable. Alors, pourquoi est-ce que c'est tellement frappé d'anathème qu'on a pu le droit de dire ça? Parce qu'on nous dit, ce savoir-là, enfin le fait de mettre en avant ces éléments-là dans l'histoire, ça a conduit aux heures les plus sombres. Hitler qui avait fait la promotion de la race aryenne, la pureté raciale, la classification des races, etc. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'on doit occulter les faits. On est des années après maintenant, il serait peut-être temps de pouvoir dire les choses. Alors, vous remarquerez une chose très intéressante, c'est que c'est la pensée judéo-chrétienne et islamique, donc monothéiste, qui a, à part, enfin même en Inde, puisqu'en Inde, comme je le disais dans la vidéo précédente, il y a l'Hindu Kush, le plus grand génocide, avec 100 millions de morts. Ils ont fait disparaître le bouddhisme. Et ce qui est ressorti après la période de domination islamique sur l'Inde, c'est le brahmanisme. Le bouddhisme a été wiped out. Plus jamais réapparu quasiment en Inde. Eh bien, à part donc en Inde, qui a conservé à ce jour sa culture, en Asie, en Chine, en Asie dans l'ensemble, et encore, on reparlera des cas particuliers du Japon, et même de la Chine, qui, suite à la révolution communiste, s'est terriblement occidentalisée en réalité. Eh bien, le monde entier a connu une domination ou une autre, alors, ou juive, ou chrétienne, ou islamique. Les sémites viennent du Kenya, d'Éthiopie, de Somalie. Que nous dit la science officielle? L'être humain vient de la Corne de l'Afrique, du Kenya. L'être humain les plus anciens qu'on ait rencontrés, ils viennent de là-bas. L'homme vient de là-bas. Alors, ce qui est marrant, c'est que le gène des roux, de la rousseur, de poil roux, vient de Néandertal. Vous savez qu'il y a certains... Il n'y en a pas 50 000, mais il y a certains coins du monde où les gens naissent roux de père en fils, dans des familles entières, où ils sont le père, la mère, et les 10 gosses sont tous roux. On nous dit, Néandertal, c'est une toute autre espèce. Mais l'homme moderne, il vient du Kenya. Il vient d'où viennent les Sémites. Et la Mésopotamie, qui pour nous fait rentrer dans l'histoire, et notamment à partir de Sargon, puisque finalement les dynasties pré-acadiennes de Sumer, c'est la période sumérienne de moins 6000 à moins 4000, moins 3000, moins 2500 ans. On a des textes, mais c'est quand même très, très, très parcellaire. Après, ils se mettent à parler plus qu'acadien, le sumérien disparaît. Et donc, on a cette culture sémitique qui s'implante durablement en Mésopotamie. On dit, la civilisation vient de Mésopotamie. Alors que là, on vient de découvrir
quelques années maintenant, à Gobekli Tepe, des sites qui ont été soigneusement ensevelis volontairement, qui couvrent des surfaces de je ne sais pas combien de terrains de foot, avec des dimensions architecturales qui ne sont pas celles de... C'est pas les hommes des cavernes, hein. On est entre moins 12 et moins 15 000 ans. C'est pas moins 6 000, hein. C'est pas moins 4 000, c'est pas moins 2500 ans. Hein. Quand vraiment les Sémites se manifestent comme une force historique, une fois qu'ils ont pris Sumer. Donc à quoi pouvaient bien ressembler les Sémites il y a 6 000 ans? Enfin, il y a 6 000 ans. Il y a 6 000 à 8 000 ans, donc moins 6 000, moins 4 000 avant Jésus-Christ. Avant qu'il y ait tous ces mélanges avec les populations d'indo-européens, qui étaient de tout le pourtour du bassin méditerranéen, et qu'ils ont fini par supplanter un peu partout. Dans la civilisation égyptienne, il y a une période qui est celle des pharaons Hyksos, qui étaient des Sémites, mais également associés avec des peuples de proto-sémitiques ou de culture plutôt sémitique. Il y a eu énormément de mélanges. Ensuite, pendant toute la période des différents califats, toute la période islamique, entre les razzias, l'esclavage, la traite des blanches, etc., il y a eu beaucoup de mélanges. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui ressemblent à Éric Zemmour, ou au prince, l'actuel prince d'Arabie, regardez les photos. Mais quand vous regardez les mélanges, vous voyez en Inde, c'était des Indo-Européens, mais ils sont très colorés de peau. Ils sont mélangés avec les Dravidiens. Donc on est, quand on parle de l'histoire, de la préhistoire, pardon, sur des peuplades qui étaient déjà très différenciées. Et on a plein de chaînons manquants. On ne peut pas vraiment expliquer comment c'est qu'il y a des blonds roux, des Asiatiques avec les yeux bridés. Les cheveux se ressemblent beaucoup, les cheveux des Asiatiques. Que ce soit les Japonais, les Chinois, les Coréens, ils ont vraiment, au niveau capillaire, il y a moins de diversité que chez nous. Leurs cheveux se ressemblent, le même type de cheveux un peu, avec le même type d'implantation, etc. Pour beaucoup. On avait des Sémites, on ne sait pas trop à quoi ils pouvaient ressembler à l'époque, mais quand on voit des traits très typés à la Zemmour, ou comme le prince donc d'Arabie Saoudite, il y a eu des mélanges aussi. On a les Noirs africains, avec des types grands et lancés, ou des types courts, assez courteaux, avec pas de coups, des coups de taureau, les gens un peu arqués, etc. Pas très grands. Bon, et puis il y avait l'homme rouge, on va dire, d'Amérique latine, qui en fait venait de Sibérie, des Asiatiques en réalité. Donc il y a eu tout un tas de mélanges, et une grande crainte de dire « Oh là là, surtout les blancs, il ne faut jamais qu'ils ressortent. » Cette force-là, on ne doit pas rendre à César ce qui appartient à César, parce que sinon, je ne sais pas, ils vont s'en enorgueillir, ils vont vouloir dominer le monde, ils vont se sentir fiers. Alors, je sais pas, il y a de la honte de se dire « Oh là là, mais ils sont encore là, les descendants de ce peuple indo-européen qui a apporté la civilisation, en réalité. Et dont on essaie de les déposséder en disant « Non, non, c'est en Mésopotamie, c'est les Sémites. Et de toute façon, l'être humain, il vient du Kenya. Là deviennent les Sémites. Bon. Donc, oui, ils ont encore des descendants aujourd'hui, parmi nous. Ben, moi, par exemple, j'en fais pas partie. Bon, ben, pour autant, si vous voulez flatter un Tunisien, vous lui dites « Ah, je crois que t'étais italien ». Il y en a qui disent qu'il y a beaucoup d'Italiens qui ressemblent un peu à des Tunisiens, il n'y a pas beaucoup d'écart. Quand vous regardez les Portugais ou les Espagnols d'aujourd'hui, c'est sûr qu'ils ont subi un énorme brassage génétique quand ils ont été sous domination musulmane, arabe, sémite. Parce qu'il y a les Celtibères, et je pense pas que les Celtibères, ils étaient petits, bruns et trapus. Bon, les Celtes, il n'y avait pas le Celte brun, enfin si brun, parce qu'à l'époque déjà, il y avait des mélanges. Bien sûr, la tradition exogame d'aller chercher sa femme en dehors du village, ça a toujours existé. Donc les brassages, il y en avait. Mais pour autant, il n'y avait pas de Celtes avec le poil noir. Bon, donc je pense qu'à notre époque, on devrait sortir de cette crainte, ça ne devrait plus être un souci pour nous,
on doit être capable de regarder la réalité en face, sans en tirer de conclusions particulières. Et voilà, et ça nous permettrait... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce sont les Japonais dans les mangas qui font revivre nos mythes. Depuis Saint Seiya avec les Chevaliers du Zodiaque, jusque toute la hype et la vague actuelle d'isekai qui se passe dans des mondes type Tolkien, jusque dans Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans, où il y a une très métaphorique par rapport à ils portent les brassards jaunes, enfin voilà, c'est clair et net qui nous parle de nous, de l'Europe. On n'est même plus capable de faire vivre, nous, Européens, on ne produit plus rien, quoi. La culture pop, aujourd'hui, la petite sirène, c'est le métis maintenant, quoi. On est en train de se faire tout voler. Tout le monde le voit, ça. D'où elle vient, cette inversion des valeurs? Bon, on en reparlera. Alors, continuons avec la citation de M. Delesclin. Issu d'un synécisme, donc une fusion celto-romano-germanique, qui sont en fait différents peuples à un moment où ils se sont déjà fortement différenciés, étant entendu qu'à l'origine, donc il ne faut pas imaginer les Romains bruns comme les Romains d'aujourd'hui, ou même les Grecs. À l'origine des cités romaines, les premières familles de patriciens, enfin les dernières familles de patriciens, se lamentaient qu'ils avaient presque plus le type roux aux yeux verts ou aux yeux clairs, ou blonds, tellement ils s'étaient mélangés avec la plèbe. Or la plèbe, c'est quoi? C'est tous ces peuples sémitiques qui soit remontent des pays de Canaan, du Liban, de tous ces coins-là, de Palestine, et de toute la péninsule arabique, et de tous ces coins-là, quoi. Voilà. Et que depuis la période préhistorique, ils veulent se mélanger, quoi. Donc, un synécisme entre ces trois, lui il vote ces trois variations, celto-gauloise, romano-germanique, accompli sous l'égide de l'Église. La France est d'origine et de tradition indo-européenne. Sous l'égide de l'Église, s'est fait cette réunion entre ces trois branches du peuple indo-européen, des peuples indo-européens, et la France est d'origine de tradition indo-européenne. Alors, d'origine, oui, on vient de le voir, puisque les Celtes, les Gaulois étaient clairement ce peuple indo-européen, même si la France est très métissée, puisque comme le rappelle Henri Delesclin, il n'y a que 15% des Français actuels qui ont ces racines celtes, en fait. Encore une fois, regardez mon poil, moi, au niveau de mes arrière-grands-parents, c'est français, italien, polonais, espagnol. Dont un grand-père qui est né en Algérie, du côté espagnol. De tradition indo-européenne. Qu'est-ce qu'on appelle cette tradition indo-européenne? Vous voyez ces dieux cornus, Cernunnos, on appelle le celto-odinisme. Par exemple, Thor ne s'appelait pas Thor en Gaule, mais ils avaient le dieu Thor. Odin, ils avaient le dieu Odin aussi, mais il ne s'appelait pas Odin. D'ailleurs, comme le fait remarquer Oleg de Normandie, il y a énormément de bleds en France qui s'appellent Thor quelque chose, T-H-O-R, Torini, etc. On retrouve Thor dedans. Ces traditions étaient polythéistes. Souvent on parle de 12 dieux, comme les dieux d'Olympe, mais on retrouve également Dionysos. Les cultes dits païens, très proches de la nature. On les retrouve en Gaule celtique, dans les pays nordiques jusqu'au cercle polaire, mais également dans les dieux grecs et romains. Sachant que les Romains, lorsqu'ils sont allés raser Carthage, qui était la dernière cité phénicienne qui leur tenait tête et dont les cultes de sacrifice du premier-né les horrifiaient, ils ont pillé le temple. Ils ont trouvé 7 statues, c'est un peu comme les 7 dieux dans Game of Thrones.
Et ils ont ramené ces 7 dieux, et ils ont rien trouvé de mieux que de les intégrer à leur panthéon. Ce qui a d'ailleurs donné les dieux les jours de la semaine. Cette tradition indo-européenne, c'est ce qui a donné la pensée grecque. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il y avait, c'était connu par les Chinois, des sortes de Huns ou de Mongols avant l'heure, blonds aux yeux bleus, qui s'étaient convertis en masse au bouddhisme. Avant de descendre vers l'Afghanistan, la Perse, l'Iran, etc. Et bien après, on a eu le royaume d'Alexandre avec ses conquêtes, où il a fondé le royaume gréco-bouddhiste. Donc il y a toujours eu interpénétration entre la culture, la spiritualité indo-européenne, enfin indienne, indo-bouddhiste, qui était indo-européenne, par essence, et qui est redescendue vers la Grèce. Donc il y a eu ce mouvement qui s'est fait de migration jusqu'à la Chine, puis redescendre vers l'Inde, l'Afghanistan, la Perse, revenir jusqu'en Mésopotamie, en Égypte, et là ils se sont fait défoncer. Et là, l'histoire est apparue. En même temps que de culture chrétienne, et tout ça s'est fait sous l'égide de l'Église. Alors, Henri de Lesquen est adepte et défend la politique du fait accompli. Il est vrai que la France et l'Europe est de culture chrétienne. On ne peut pas l'enlever. C'est incroyable parce que c'est vraiment un vernis, en fait. C'est quelque chose qui a été mis sur le dos des gens. Ils ont été traumatisés pour se considérer comme des chrétiens. Mais ce ne sont pas ceux qui ont été traumatisés directement qui se sont considérés comme des chrétiens. Ce sont leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. C'est-à-dire que les gens ont été tellement traumatisés qu'ils ont dit à leurs enfants « Oui, tu es chrétien. Si, sois un bon chrétien. » Et ces enfants ont dit à leurs enfants, et ont dit à leurs enfants, jusqu'à ce que la génération qui naisse, même les grands-parents, ils se croyaient déjà chrétiens. On nous a effacé la mémoire. Or, le christianisme est une secte juive qui a réussi. C'est une secte juive. Ça sert à rien de faire oui, mais non. C'est une secte juive, monsieur de Lesquen. Vous êtes un crypto-juif de Lesquen quand vous vous revendiquez du christianisme. Si vous n'êtes pas capable de séparer le bon grain de l'ivraie et de dire Abraham était un prêtre sumérien, acadien, d'une famille et d'une caste de prêtresses qui fabriquaient les idoles pour les autres cultes, des exorcistes, des sorciers. Ils n'ont jamais découvert, on ne leur a pas révélé le Dieu unique, l'univers des univers, qui a dit « Oh, ce qui se passe sur Terre, c'est formidable, les humains, je vais leur parler à travers un buisson ardent. » Et puis en fait, ils auront mal compris, et donc après, je vais envoyer mon fils, qui est comme un être humain, mais ce sera mon fils, moi, Dieu des univers. Et puis il va leur dire non, mais en fait vous n'aviez pas compris, moi le grand Dieu, mon père le grand Dieu, il est pas méchant, il est gentil, et puis voilà. Merde, de Lesquen quoi. Alors qu'on avait la pensée païenne. Regardez les travaux du philosophe rationaliste Willem. La pensée païenne, la morale romaine, la morale athée. On n'a pas besoin d'un bon Dieu dans les cieux pour être dans la morale la plus élevée, et dans la métaphysique la plus élevée, et dans la morale la plus élevée, l'éthique la plus élevée. Cette surcouche qui nous a été mise, on peut dire, bon, les peuples en ont encore besoin, parce que sous le joug de l'Église et de la République, qui en fait n'est jamais que la fille aînée de l'Église, elle aussi, eh bien, les gens n'ont pas le niveau. On ne peut pas leur dire tout ça, c'était des foutaises, passez-moi l'expression, et en fait, il faut revenir à nos origines païennes, et je ne parle pas du dieu des Dorides ou quoi que ce soit, mais gréco-romaines,
à cette philosophie, à cette morale, à cette éthique qui n'a que faire des bondieuseries des dieux. Aujourd'hui, on a évolué. On est dans le rationalisme. On n'a plus besoin de ça. Donc oui, certes, toute l'Europe est de culture chrétienne. Mais j'aime mieux vous dire que quand on voit la Norvège, quand est-ce qu'elle a été christianisée, et dans les pays baltes, qu'est-ce que vous allez aux gens des pays baltes, les descendants de ce peuple indo-européen, leur dire, regarde vers Jérusalem, tout se passe là-bas. La civilisation est née en Mésopotamie. Les Sémites ont tout inventé. Vous êtes vraiment, mais vous êtes des... Vous valez rien, quoi. Alors, elle appartient à la civilisation occidentale, cette civilisation occidentale qui, de fait, est un synécisme entre le monde celto-romano-germanique issu des peuples indo-européens, mélangé de force à une culture chrétienne, judéo-chrétienne, qui sera toujours judéo-chrétienne, ne vous en déplaise, et malgré... Et ne pensez pas que les persécutions de l'Église catholique envers les Juifs affranchissent le christianisme de cette dimension de secte judaïque. Les sectes juives se sont toujours fait la guerre et persécutées entre elles dans l'ancien temps. Et les sectes chrétiennes également. Les sectes des premiers chrétiens se persécutaient entre eux, encore pire que ce que les Romains ont pu faire aux chrétiens. Et la France serait l'expression la plus aboutie. Pourquoi ? Parce qu'on est le ventre mou de l'Europe. On est les purs bâtards. Regardez mon poil. Moi, j'ai bien une tête de Français. Bah oui. Ah bah oui, moi, je suis allé dans le nord d'Allemagne il y a 30 ans de ça, dans le cadre d'un échange de correspondants avec mon lycée, vers Hamelin, Cologne. Il y avait quelques nanas, j'allais dire, et quelques gars châtains, mais elles étaient toutes blondes. Toutes grandes, blondes, aux yeux bleus. Toutes. 9 sur 10. Ah, ça fait chier les Français. Ça a toujours fait chier les Français d'être mélangés comme ça. Hein. Parce qu'on se dit, est-ce qu'on est encore vraiment des Celtes ? Ça, c'est grâce à Jules César, comme vous l'avez très bien fait remarquer, monsieur. Puisque Jules César, c'est 1 million de morts, c'est-à-dire 10% de la population de l'époque. Et très vraisemblablement pour l'époque, des jeunes en âge de procréer qui sont passés à patresse sans avoir eu le temps de transmettre leurs gènes. Sans oublier la guerre franco-prusse, enfin la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Combien de familles où les 5 frères, plus l'oncle, les cousins, les machins, sont tous morts sans avoir le temps de donner descendance. Voilà. Donc, c'est heureux que vous rappeliez ça, je trouve, que vous le rappeliez encore et encore, les origines indo-européennes des Français, et même des Francs, des Gaulois, et même des Européens. Ça éveillera les gens, mais c'est quoi ce peuple indo-européen ? Quand on parle des Indo-Européens, on doit tout de suite aller voir où est-ce qu'il y a eu apport des Européens en Inde, et là on s'aperçoit qu'il y a eu aussi apport des Européens en Chine, on s'aperçoit peut-être même qu'ils sont allés jusqu'au Japon. Il y a des signes qui peuvent nous faire dire qu'ils sont allés jusqu'au Japon, qu'il y a eu des contacts. Mais également les Iraniens, qui se considéraient comme des Ariens. Et les Ariens, c'est pas les Iraniens qui sont remontés. C'est pas dans ce sens-là. Alors il y a peut-être eu des mouvements dans ce sens-là, mais le mouvement des peuples indo-européens, ils ont fait toute l'Europe du Nord et de l'Est, ils sont arrivés jusqu'au nord de la Chine, et ensuite ils sont redescendus vers l'Inde, les plateaux himalayens, tibétains, ils ont franchi tout ça, l'Afghanistan, tous ces coins-là, et puis l'Iran, et puis de là, ils sont arrivés au Moyen-Orient, traverser la péninsule arabique, l'Anatolie, revenir la péninsule arabique et traverser et se retrouver entre le Tigre et l'Euphrate, et puis le Nil, et voilà. Et ils ont refait une boucle avec une partie de leurs descendants qui, eux, traversaient le détroit de Gibraltar et créé la civilisation mégalithique, certainement bien plus en avant encore, de manière bien plus lointaine dans l'histoire, à l'époque encore plus préhistorique, mais de toute façon, on est dans ces eaux-là, entre moins 15 000 et moins 6 000, moins 4 000, quand on commence à avoir les traces de premières écritures, moins 4 000.
Göbekli Tepe, moins 15 000. Voilà. Et comme les Sémites viennent du Kenya, et de Somalie et d'Éthiopie, Göbekli Tepe, c'est sûrement pas eux. Et c'est sûrement aussi nos ancêtres indo-européens. Donc il faut que l'humanité, le monde occidental, réussisse à s'affranchir de la tutelle et de la camisole mentale du joug abrahamique pour réussir à nouveau à penser, à se penser lui-même, à se penser en interaction avec les autres peuples et à retrouver les origines de notre tradition indo-européenne qui était celle d'échanger les savoirs, de transmettre la connaissance, de travailler en bonne intelligence, en coopération avec les autres peuples avec lesquels on le pouvait, et que cesse cette mentalité préhistorique qui nous fait penser qu'il faut qui aboutit à ce qu'aujourd'hui on entend que la Chine c'est l'ennemi. Tôt ou tard il y aura une guerre, un affrontement avec la Chine. Mais qui dit ça? Quelle est cette force qui veut nous pousser, nous Européens, à rentrer en guerre tôt ou tard contre la Chine? Qui dit c'est un modèle civilisationnel différent et tout, qui sont terrifiés à l'idée de terminer comme des laissés pour compte dans l'histoire. Qui de l'Esquin? Qui Je vous laisse réfléchir à ça.